Numéro 1. La piraterie devient une véritable industrie. Si vous pensez que les pirates ne sont que des têtes brûlées bravant les océans, vous vous trompez lourdement. En Somalie, la piraterie est une véritable industrie qui fonctionne exactement comme une entreprise moderne, avec ses investisseurs, sa bourse d'échange d'actions et ses contrats de partage, des profits de plusieurs millions de dollars. Dans la ville côtière de Hararder, les habitants ont mis en place une véritable bourse des valeurs où n'importe quel citoyen local ou investisseur peut devenir actionnaire d'une expédition de détournement de navires en mer. Les parts ne sont pas obligatoirement versées en argent liquide. Elles peuvent être converties à partir d'armes comme des fusils AK-47, des lance-roquettes RPG, du carburant diesel, des bateaux à moteur, ou même des produits de première nécessité comme des vivres et des feuilles de khat pour l'équipage. Les règles de répartition des profits sont d'une clarté stupéfiante. 50% de la rançon revient aux barons et aux investisseurs, 30% aux hommes armés sur le terrain, et le reste est alloué à la logistique et aux autorités locales. Après seulement 2 ans d'existence, cette bourse de la piraterie est passée de 15 compagnies à 72 entreprises, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À l'âge d'or de cette activité, chaque capture réussie pouvait rapporter des rançons records, comme celle du navire Samodrim en l'année 2010 pour un montant de 5 millions de dollars. Si cette industrie tournait aussi rond, c'est que son modèle était divisé en 4 branches fondamentales. La force des pêcheurs d'élite, chargés de piloter les bateaux rapides pour aborder les cibles, la force des anciens miliciens, s'occupant de surveiller les otages sur la terre ferme, le réseau de restaurants et de fournisseurs, assurant la subsistance sur plusieurs mois, et enfin, l'équipe d'experts en négociation et d'avocats, maîtrisant parfaitement l'anglais, ainsi que le droit maritime international, pour entrer en contact avec les compagnies d'assurance à Londres ou à New York une fois le navire sous contrôle. Lorsqu'un accord était trouvé, la rançon devait obligatoirement être versée en liasses de dollars de grosses coupures, parachutées depuis des hélicoptères ou emballées dans des protections étanches jetées à la mer. Bien que la piraterie soit une activité qui ne devrait pas exister, chaque situation a ses causes. Tout a commencé avec l'effondrement du gouvernement somalien qui a transformé les eaux du pays en une zone de non-droit. Des navires de pêche industriels étrangers ont alors afflué pour piller illégalement les ressources, épuisant les moyens de subsistance des populations locales. On estime que chaque année, les eaux somaliennes perdaient environ 300 millions de dollars en valeur de produits de la mer à cause de cette pêche clandestine étrangère. Pire encore, des entreprises européennes ont corrompu des responsables pour obtenir le droit de déverser des déchets toxiques dans les eaux de la Somalie à des tarifs bien inférieurs à ceux d'un traitement sécurisé, provoquant des maladies de peau et des affections respiratoires chez des milliers d'habitants. C'est pour cette raison que les pêcheurs ont initialement pris les armes pour se défendre et exiger des compensations pour les préjudices subis. Cependant, ils ont alors réalisé que capturer de gigantesques navires de transport rapportait des rançons des dizaines de milliers de fois supérieures à une pêche ordinaire. C'est ainsi que ce sombre modèle d'affaires est né, faisant du golfe d'Aden en Somalie la terreur des nations qui le traversaient. À partir de l'année 2012, les grandes alliances militaires mondiales ont déployé des flottes de navires de guerre pour patrouiller en continu dans le golfe d'Aden. En association avec les États, elles ont instauré un cadre juridique strict permettant d'arrêter et de juger les pirates directement devant des tribunaux internationaux. Cela a permis de démanteler à la racine cette industrie autrefois si lucrative, ramenant le taux de réussite des attaques de pirates en Somalie à un niveau proche de 0 ces dernières années. Numéro 2. L'un des pays les plus corrompus au monde. S'il est un endroit où l'intégrité semble totalement absente, c'est bien la Somalie. Au cours des 2 dernières décennies, la Somalie a été constamment classée comme le pays le plus corrompu de la planète. Selon un rapport publié par l'organisation Transparency International en février de l'année 2026, cette nation a touché le fond en enregistrant le score historiquement bas de 9 sur 100 dans l'indice de perception de la corruption. Avec ce résultat, la Somalie se classe au 181 rang sur 182 pays, occupant la dernière place du classement mondial de l'intégrité aux côtés du Soudan du Sud. Cette douloureuse réalité est la preuve d'un système juridique qui n'existe que sur le papier. Bien que la constitution somalienne dispose de toutes les lois nécessaires pour châtier les détourneurs de fonds, leur application dans les faits est inexistante. En effet, depuis la fin de l'année 2022, le seul organisme de lutte contre la corruption du pays a été dissous et totalement gelé, privant l'État de tout moyen de dissuasion face aux criminels. De plus, le pouvoir et le budget national ont été fragmentés entre les mains des différents clans qui décident de tout de manière autonome. Lorsque la lignée familiale se place au-dessus des lois,
tout effort de lutte contre la corruption se heurte à un mur, car les fonctionnaires corrompus peuvent être couverts et protégés jusqu'au bout par leur propre clan. La démonstration la plus affligeante de cette corruption généralisée réside dans le fait que ceux qui sont censés faire respecter la justice sont les premiers à enfreindre la loi. Les forces de sécurité et la police gouvernementale sont accusés d'être impliqués dans 44% des affaires de pots de vin à l'échelle nationale. Même les sièges au Parlement, là où se décide l'avenir de la nation, possèdent une grille tarifaire publique, oscillant entre 1000 et 20 000 $ pour chaque poste. L'un des aspects les plus tragiques de la corruption en Somalie touche également les camps de déplacés, où les personnes situées au plus bas de l'échelle sociale ne sont pas épargnées. Là-bas, les gardiens extorquent régulièrement les réfugiés et détournent l'aide humanitaire destinée à ces populations en détresse. On estime que près de 40% de l'aide humanitaire internationale disparaît mystérieusement avant de parvenir aux bénéficiaires. De plus, 93% des citoyens admettent devoir verser des pots de vin à contre-cœur sans oser porter plainte, sachant pertinemment qu'aucune institution ne traitera leurs demandes. Ces agissements ont poussé les États-Unis à suspendre leur programme d'aide directe après la découverte du détournement de tonnes de vivres du Programme alimentaire mondial par des responsables somaliens à des fins d'enrichissement personnel, laissant 8 millions de Somaliens face au spectre de la mort par la famine. En outre, cette situation a provoqué un mécontentement extrême de la population envers le gouvernement, poussant une large part de la jeunesse touchée par la pauvreté à rejoindre le groupe terroriste Al-Shabaab, ce qui compromet gravement la sécurité de la Somalie. Numéro 3. Les souffrances que les femmes somaliennes doivent endurer. Les femmes somaliennes sont célèbres dans le monde entier pour leur beauté qui combine la délicatesse des traits arabes et la vigueur des traits africains. Leur silhouette est souvent haute, élancée avec un long cou gracieux, ce qui leur confère une élégance naturelle même lorsqu'elles portent la robe traditionnelle d'Irak, la plus simple et la plus colorée. Pourtant, derrière le sourire qu'elles affichent constamment devant chaque visiteur de passage sur cette terre, se cache une vie semée d'injustice et de larmes. Ici, on se transmet un dicton amer à propos des femmes. Une fille doit soit trouver un mari, soit finir au tombeau. Cette phrase sous-entend que si elles ne deviennent pas l'épouse d'un homme, la mort est la seule option restante pour éviter d'être un fardeau ou une honte pour le clan. Ne pas se marier les expose à être traitées comme des servantes, sans aucun statut, sans voix, et obligées de travailler dur du matin au soir simplement pour obtenir de quoi manger au jour le jour. De plus, elles deviennent des cibles faciles pour la violence et les agressions de la part des hommes du village ou d'autres tribus après la disparition de leur père. Le mariage ici n'est pas le but du bonheur. C'est un passeport forcé pour obtenir la sécurité et le droit de continuer à vivre. Ce cycle tragique ne commence pas seulement à l'âge du mariage. Il s'acharne sur les filles dès l'enfance. Il faut savoir que près de 98% des femmes en Somalie subissent la pratique des mutilations génitales féminines avant d'atteindre l'âge de 15 ans. Les habitants considèrent que c'est uniquement en traversant ces douleurs indicibles qu'une fille peut se préserver et rester pure jusqu'au jour de son entrée dans la maison de son époux. À peine remises de cette douleur atroce, les fillettes sont immédiatement poussées vers le mariage précoce et forcé. Les statistiques réelles indiquent que jusqu'à 34% des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et 16% avant l'âge de 15 ans. Voir des jeunes filles de 19 ou 20 ans mariées de force à des vieillards ayant l'âge de leur grand-père ou de leurs arrière-grands-pères est une chose courante. L'exemple le plus flagrant est celui d'un homme de 112 ans qui a épousé une jeune fille de 17 ans pour en faire sa 6e épouse. Dans la culture clanique, les femmes sont également perçues comme une monnaie d'échange particulière. Selon la coutume d'Uxal, une jeune fille peut être donnée en mariage à un clan rival, en guise de compensation pour apaiser des conflits de sang, transformant leur existence en sacrifice pour les erreurs des hommes. Une fois la porte de ce mariage traumatisant franchie, elle retombe sous la souffrance d'une pression immense liée à la maternité. Une épouse doit généralement donner naissance à au moins 6 ou 7 enfants pour renforcer l'influence de la famille, ce qui place la Somalie parmi les pays ayant le taux de natalité le plus élevé au monde. Enchaîner autant de grossesses sans pouvoir récupérer sur le plan nutritionnel affaiblit gravement la santé de ces femmes. En entendant cela, beaucoup se demanderont pourquoi elles ne se rebellent pas. À notre époque, pourquoi accepter de telles souffrances? Elles le souhaiteraient ardemment, mais chaque aspect de leur vie est régi par la loi Xer, un code détenu par les hommes mûrs et les anciens, tandis que les femmes sont assimilées aux enfants et privées de tout droit à l'autodétermination. Cette loi stipule qu'elles ne peuvent pas choisir leur mari, ni décider du moment de donner la vie, et elles n'ont absolument aucun droit d'accès aux biens ou aux terres héritées de leur père ou de leur époux. Numéro 4. Une terre de coutumes archaïques.
Si la corruption ronge l'économie, les coutumes archaïques en Somalie privent directement les individus de leurs droits humains dès la naissance. La douleur commence très tôt pour les enfants avec la pratique de la scarification thérapeutique. Lorsqu'un membre de la famille, du nourrisson à l'adulte, souffre d'une maladie bénigne comme une légère fièvre, des maux de ventre ou des troubles du comportement, on ne l'emmène pas à l'hôpital. On fait appel à des guérisseurs traditionnels. Ces hommes font chauffer des barres de fer sur un feu de charbon, puis ils appliquent directement ce fer brûlant sur la peau nue du malade, en particulier sur le front, la poitrine ou le ventre, pour chasser les mauvais esprits et l'affection. Ces supplices persistent car l'hôpital est perçu comme un complot occidental visant à stériliser ou à nuire aux musulmans. Au lieu de faire confiance à la science, ils parient leur vie sur ces brûlures ou sur une autre pratique étrange qui consiste à boire de l'eau magique. Le guérisseur écrit des versets du Coran avec une encre spéciale sur une planche de bois. Puis il verse de l'eau pour rincer l'encre et force le malade à boire ce liquide noir avec la croyance aveugle que les paroles sacrées guériront le mal. En réalité, cette méthode barbare n'apporte aucune guérison. Elle provoque de graves septicémies, des nécroses et laisse des cicatrices déformantes à vie. Plus triste encore, cette ignorance coûte la vie à de nombreux enfants innocents avant même qu'ils ne puissent grandir. À l'âge adulte, le destin des femmes est de nouveau scellé par des règles de mariage forcé de substitution. Selon la coutume du Lévira, si le mari décède, la veuve est obligée d'épouser le frère du défunt pour conserver les biens au sein du clan. A l'inverse, avec la coutume du Sorora, si l'épouse ne peut pas concevoir d'enfant, le mari a le droit d'épouser la propre sœur de sa femme pour la remplacer. Dans cet engrenage, les femmes n'ont aucun droit de refus. Elles doivent obéir. Cela provoque inévitablement des conflits entre deux sœurs qui se retrouvent à partager le même époux. Plus intolérable encore, une autre coutume archaïque se manifeste par l'évaluation de la valeur de la vie humaine à travers la loi Xier. Sur ces terres, la justice s'applique par la vengeance ou par une compensation en bétail. Si un meurtre est commis, la tribu de la victime a le droit de traquer et de tuer n'importe quel homme du clan adverse pour obtenir justice. Pour éviter un bain de sang, les deux parties négocient. Si le clan adverse accepte un accord à l'amiable, il verse une compensation financière. Mais ici, il ne s'agit pas de billets de banque. La monnaie en Somalie est une monnaie de sang représentée par des chameaux. Le barème de conversion de la vie humaine en camélidé est ce qui stupéfie le monde. La vie d'un homme équivaut à 100 chameaux, tandis que celle d'une femme vaut exactement la moitié, soit 50 chameaux, pas un de plus, pas un de moins. Numéro 5. Les aspects culturels uniques de la Somalie. La Somalie est une terre de paradoxes fascinants, où les traditions nomades s'allient à la technologie moderne d'une manière incroyable. La première originalité se déploie directement sur la table. Les Somaliens mangent de la banane avec absolument tout. Qu'il s'agisse d'un plat de riz baris, de pâtes italiennes basto ou d'un ragoût de viande épicée, ils épluchent toujours une banane mûre pour la couper en morceaux et l'associer au repas. Pour eux, la douceur de la banane est la clé pour équilibrer le goût salé et piquant des épices africaines. Si vous venez ici et que vous ne consommez pas de banane avec vos spaghettis, les habitants vous regarderont comme un être étrange. La modernité ambiante n'efface pas pour autant la culture nomade traditionnelle. Selon ses coutumes, refuser d'accueillir un voyageur qui traverse le désert est un crime qui déshonore toute la lignée. Quel que soit l'inconnu qui frappe à la porte, l'hôte somalien le recevra en lui offrant du lait de chamelle tiède, les meilleurs morceaux de viande, et lui permettra de loger sur place aussi longtemps qu'il le souhaite, sans rien exiger en retour. Cependant, la particularité de cet accueil réside dans le fait que, qui que vous soyez, le premier rituel de bienvenue n'est pas une poignée de main. L'hôte conduit son invité directement vers l'enclos du bétail. Il lui offre l'opportunité de traire lui-même une chamelle ou une chèvre, puis l'invite à boire immédiatement ce lait chaud. Cet acte symbolise le fait que l'invité est officiellement adopté et protégé par le clan. Enfin, les mariages traditionnels sont extrêmement animés, mais aussi très particuliers. Les festivités durent 3 nuits consécutives avec des danses incessantes, mais la mariée et le marié se croisent très peu. La fête est divisée en 2 espaces totalement distincts. Les hommes se rassemblent d'un côté et les femmes célèbrent de l'autre. Les 2 sexes ne se mélangent jamais et ne dansent pas ensemble durant toute la cérémonie. Cela ne signifie pas qu'il s'agit d'un mariage sans amour, mais cela s'explique par le fait que près de 100% de la population suit l'islam sunnite. Le mariage étant le lieu de rassemblement de centaines d'invités de différentes familles, laisser les jeunes célibataires des 2 sexes manger, se regarder ou danser ensemble serait considéré comme un comportement inapproprié, rompant avec les valeurs morales de l'islam et ouvrant la voie à des tentations interdites. Numéro 6. La société somalienne repose sur le système clanique.
La Somalie est l'une des rares nations au monde à fonctionner entièrement sur la base d'un système clanique. Ce système est structuré de telle manière que le concept de responsabilité individuelle absolue, tel qu'il existe dans le droit occidental, n'y a pas cours. Si un individu appartenant au clan A tue un membre du clan B, l'ensemble des hommes du sous-clan A a l'obligation de cotiser en argent ou en chameau pour compenser la vie ainsi fauchée auprès du clan B. Ce système se place au-dessus des lois de l'État, de la religion ou des partis politiques. Le pays compte 4 grands clans nomades principaux que sont les Darod, les Awiyi, les Dir, les Isaac, ainsi que 2 clans semi-agricoles appelés Digil et Mirifle. Ces grands ensembles se subdivisent ensuite en des centaines de sous-clans. Si la Somalie fonctionne selon ce modèle clanique, c'est parce que la majeure partie de son territoire est un désert aride où la population doit mener une vie nomade d'élevage. Cela a contraint les familles à s'unir en clans armés pour disputer et protéger les ressources vitales comme les points d'eau ou les pâturages. À cela s'ajoute l'effondrement du gouvernement en l'année 1991 et des décennies de guerre civile qui ont laissé la population sans police, sans tribunaux ni système de sécurité sociale, la poussant à s'en remettre uniquement aux clans pour obtenir une protection vitale et de l'aide lors des catastrophes naturelles. Par ailleurs, la colonisation britannique et italienne a autrefois sciemment incité les clans à s'affronter pour mieux régner, laissant des séquelles désastreuses et ancrant une haine profonde entre eux. Une autre particularité est que 85% de la population partagent la même couleur de peau, la même langue et la même religion, ce qui rend impossible l'utilisation de la race ou de la confession pour former des factions. Les habitants sont donc obligés de se référer à la lignée paternelle pour se différencier. Lorsqu'ils croisent un inconnu, ils ne demandent pas « quelle est votre religion » ou « de quel pays êtes-vous », mais ils poseront la question « qui est ton ancêtre ?» Le sang devient le seul critère pour savoir si cette personne est un ami du même clan ou un ennemi. Cependant, le clan agit également comme un carcan qui enchaîne la vie de chaque Somalien au collectif, le privant de sa liberté individuelle et l'obligeant à assumer les lourdes conséquences de s'aligner. Un individu ne peut pas choisir de renoncer à ce système ni de s'enfuir. S'il déclare quitter son clan, il perd instantanément son bouclier de protection, devient un être sans nom ni maître, et s'expose à une mort certaine face aux gangs armés. C'est pourquoi, qu'ils le veuillent ou non, les Somaliens sont contraints d'accepter l'emprise du clan pour obtenir le droit de survivre. Numéro 7. Les faits rarement évoqués à propos de la Somalie. En premier lieu, oubliez les actes de naissance ou le nombre de bougies soufflées pour déterminer l'âge d'une personne. En Somalie, l'âge ne se calcule pas en mois ni en années, mais se mesure au nombre de saisons des pluies, appelées gu, qu'un individu a traversé. Ainsi, si vous demandez à une personne en Somalie quel est son âge, elle ne vous répondra jamais qu'elle a 30 ans selon l'âge scientifique réel, mais elle vous dira qu'elle a traversé 60 saisons gu. Cette réponse s'explique par le fait qu'une année en Somalie compte 2 saisons des pluies. Sur cette terre aride, la pluie est la source de la vie, et chaque saison qui passe est perçue comme un jalon marquant la maturité et la chance dans l'existence. En second lieu, peu de gens savent que le nom de l'État insulaire de Madagascar est en réalité une appellation issue d'une mauvaise audition du nom de la capitale somalienne actuelle, Mogadiscio. Cette histoire remonte au XIIIe siècle, époque où Mogadiscio était un port de commerce extrêmement prospère, riche et célèbre à travers tout le Moyen-Orient et l'Asie grâce au commerce de la soie, de l'or et de l'ivoire. Lorsque l'explorateur Marco Polo a entendu les marchands arabes décrire la prospérité de cette ville, il l'a consigné dans son journal, mais, ayant visiblement mal saisi la prononciation arabe, il a commis une erreur d'orthographe en écrivant Madagascar, tout en s'imaginant à tort que cette ville était une île située plus au sud. Plus tard, les cartographes occidentaux ont repris cette graphie erronée pour nommer la gigantesque île du sud de l'Afrique, qui est aujourd'hui le pays de Madagascar. Ainsi, sans la capitale de la Somalie, le mot Madagascar n'existerait pas, et cet état insulaire porte involontairement un nom mal orthographié tiré d'une ville somalienne depuis 700 ans. Enfin, dans la capitale Mogadiscio elle-même, vous observerez un symbole de statut social très singulier, de gigantesques réservoirs d'eau installés directement au-dessus des portails des maisons. Pour le peuple somalien, dont l'histoire est marquée par la rigueur de la géographie et les sécheresses, l'eau est un bien vital plus précieux que l'or ou l'argent. Au milieu d'une terre où l'eau douce est si rare que les clans doivent prendre les armes pour se disputer chaque puits, posséder un grand volume d'eau est la preuve suprême de la puissance. C'est pourquoi ces réservoirs ne servent pas seulement aux besoins quotidiens. Ils sont décorés avec soin et peints de couleurs vives par les propriétaires comme un joyau de luxe. Numéro 8. La poésie est l'arme la plus tranchante des Somaliens.
On imagine souvent que les armes se résument aux fusils et aux munitions, mais en Somalie, l'arme la plus tranchante et la plus puissante depuis toujours est la poésie. Ce pays de la Corne de l'Afrique possède un surnom extrêmement romantique mais aussi lourd de sens. La nation des poètes. Voyez la poésie comme une version ancienne de Google. Vous cherchez un point d'eau au milieu d'un désert hostile, un poème vous indique le chemin. Vous voulez savoir comment soigner une maladie avec des plantes ou comment vous occuper des chameaux, des poèmes vous enseignent la méthode en détail. Même l'histoire d'une lignée sur des milliers d'années se trouve résumée dans quelques strophes transmises oralement de génération en génération. Vous vous demandez sûrement pourquoi ils ne consignaient pas cela dans des livres au lieu de composer des poèmes. Cela s'explique par le mode de vie nomade des Somaliens, qui ne pouvaient pas s'encombrer de bibliothèques ou d'ouvrages lors de leurs déplacements continuels. De plus, même s'ils l'avaient voulu, l'écriture leur faisait défaut, car pendant des siècles, la langue somalienne était uniquement orale. Ce n'est qu'en l'année 1972 que le système d'écriture en alphabet latin a été officiellement adopté, faisant grimper le taux d'alphabétisation de seulement 5-4% à environ 54% en l'année 2022. Auparavant, durant des millénaires, toute information cruciale, de l'histoire à la généalogie en passant par la cartographie des points d'eau, devait être mémorisée par transmission orale. Pour s'assurer que les données ne soient pas déformées en traversant les immensités désertiques, ils formulaient tout en vers. Le sommet de cet art est le gabaï, un genre poétique épique réservé aux hommes, dont le rythme saccadé imite le galop d'un cheval dans le désert. Il existe un autre fait captivant. Autrefois, les Somaliens utilisaient la poésie pour déclencher des guerres ou sceller la paix. Par exemple, si vous insultiez le chef d'un clan rival avec des mots ordinaires, seules quelques personnes l'entendaient puis l'oubliaient. Mais si vous transformiez cette insulte en un poème rythmé, percutant et facile à retenir, les éleveurs de chameaux l'apprenaient instantanément. En se déplaçant vers d'autres contrées, ils le déclamaient à d'autres groupes. En quelques jours, le pays entier entendait ce poème infamant. Face à cette humiliation qui se propageait à une vitesse folle et qu'il était impossible de retirer, le clan visé subissait un affront terrible aux yeux de tous. Pour laver son honneur, il était contraint de prendre les armes et d'ouvrir les hostilités. A l'inverse, pour ramener la paix, il pouvait employer des vers lyriques pour flatter et apaiser la colère de l'adversaire, ou utiliser des arguments affûtés pour déterminer clairement les torts de chacun. Ces joutes verbales, qui orientaient l'opinion publique, permettaient de résoudre les conflits et de mettre fin aux guerres tribales de manière pacifique, sans verser une seule goutte de sang. En raison de ce pouvoir immense de guider l'opinion, les dirigeants politiques en Somalie ont toujours considéré les maîtres poètes comme des stratèges de premier ordre. Ils s'attachaient les services de grands auteurs pour composer des textes à leur gloire ou pour attaquer leurs rivaux, afin de consolider leur pouvoir et de susciter une fidélité absolue chez les citoyens. Sur cette terre, un homme politique peut manquer d'armée, mais il ne saurait se passer de vers pour conquérir les cœurs. Numéro 9, le chameau, symbole du peuple somalien. Si vous voulez savoir à quel point un Somalien est riche et puissant, il vous suffit de compter le nombre de chameaux qu'il possède. Ce critère de richesse singulier est totalement pragmatique, car dans ce désert aride, le chameau est l'outil de survie suprême qui permet à l'homme de résister à la cruauté de la nature. Ces animaux sont capables de se passer d'eau pendant des semaines entières, tout en transportant inlassablement des centaines de kilos de bagages, aidant les familles nomades à se déplacer sur des milliers de kilomètres à travers le désert pour rejoindre de nouvelles terres. Durant les sécheresses les plus impitoyables, le lait de chamelle, que l'on compare à de l'or blanc en raison de sa valeur nutritionnelle exceptionnelle, est devenu la seule ressource alimentaire pour sauver des lignées entières de la famine. C'est cette extraordinaire capacité de préservation de la vie qui a fait du chameau le bien de plus haute valeur dans cette région d'Afrique. Par conséquent, un homme qui détient un grand nombre de chameaux contrôle à la fois la nourriture et les moyens de transport, ce qui lui confère une autorité suprême au sein de la tribu qu'aucune monnaie moderne ne pourrait remplacer. Le chameau étant extrêmement puissant en Somalie, tout le monde souhaite naturellement en posséder le plus possible. Et comme chacun en veut et en élève, la Somalie possède aujourd'hui le plus grand cheptel de chameaux d'élevage au monde, représentant environ un tiers de la population mondiale de camélidés. De plus, dans la culture nomade, la naissance d'un chamelon est parfois célébrée avec plus de ferveur que celle d'un enfant. En effet, chaque nouveau membre dans le troupeau signifie une garantie supplémentaire de nourriture, de lait et de capacité commerciale pour le clan, assurant la prospérité de toute une génération. Au-delà de sa valeur spirituelle, cet animal est la colonne vertébrale qui fait vivre tout le pays, puisque l'élevage de chameaux et de bétail contribue à hauteur de 40% au produit intérieur brut
et représente plus de 80% de la valeur totale des exportations nationales. Chaque jour, le lait de chamelle constitue un aliment de base indispensable dans les repas des habitants. Et dans la région autonome du Somaliland, les voyageurs internationaux peuvent même s'initier directement à la traite des chamelles au sein des fermes pour s'imprégner du mode de vie nomade local. Numéro 10. L'État sécessionniste autoproclamé au cœur de la Somalie. Si vous ouvrez n'importe quelle carte du monde, vous ne verrez jamais de pays nommé Somaliland. Pourtant, dans la réalité, ce territoire se maintient et fonctionne comme un État indépendant depuis plus de 30 ans. Tout a commencé en l'année 1961 lorsque la Somalie a sombré dans une guerre civile sanglante. À ce moment-là, les habitants de la région nord ont pris la décision de faire sécession pour proclamer leur indépendance et fonder le Somaliland. Ironie du sort, alors qu'ils prouvent au monde depuis plus de 3 décennies qu'ils maintiennent un environnement de paix et de démocratie, la communauté internationale refuse toujours catégoriquement de reconnaître leur légitimité juridique. Le fait surprenant est que, malgré le rejet du reste du monde, le Somaliland possède tous les attributs d'un État standard. Il dispose de son propre président, de son propre parlement, de ses propres forces armées, ainsi que d'une monnaie et d'un passeport exclusif que vous ne pouvez utiliser que pour circuler dans cette zone. Tous ces résultats ont été bâtis de leurs propres mains à partir des cendres de la guerre, sans dépendre d'aucune aide financière extérieure, ni d'aucune reconnaissance officielle de la part des grandes institutions internationales. Ils se mobilisent par eux-mêmes pour démontrer au monde qu'une gouvernance autonome et efficace peut exister sans avoir besoin d'un siège officiel à l'Organisation des Nations Unies. Le développement du Somaliland brise d'ailleurs les préjugés établis de longue date sur le chaos de la Corne de l'Afrique. Tandis que le reste de la Somalie est constamment perçu comme un État défaillant, associé aux attentats et aux conflits armés, le Somaliland maintient une démocratie paisible depuis plus de 30 ans. Non seulement ils organisent des élections présidentielles civilisées, mais ils sont aussi les pionniers mondiaux dans l'application de la technologie de reconnaissance de l'iris pour éliminer la fraude électorale. De plus, ce territoire affiche un taux de criminalité étonnamment bas. Dans la capitale Hargeisa, vous pouvez vous promener en toute sérénité dans les rues sans craindre les enlèvements ou les explosions de mines. Une expérience qui relève du luxe dans les régions voisines. Au début de l'année 2024, le Somaliland a signé un accord historique avec l'Éthiopie, acceptant de louer à ce pays enclavé une bande côtière pour y construire une base navale, en échange d'une promesse de reconnaissance de sa souveraineté. Le point culminant est survenu le 26 décembre de l'année 2025, lorsque Israël est officiellement devenu le premier État membre de l'Organisation des Nations Unies à reconnaître le Somaliland comme un État indépendant. Ce geste a immédiatement déclenché de violentes manifestations et provoqué de vives tensions diplomatiques entre le gouvernement somalien, la Turquie et l'Union africaine. Bien que le gouvernement de Mogadiscio affirme que le Somaliland n'est qu'une région de sa République fédérale, dans les faits, ce territoire autoproclamé échappe au contrôle de la Somalie et se trouve au centre des enjeux de sécurité mondiale. Est-ce que vous aimeriez visiter ce pays invisible ? Si oui, laissez le numéro 11 en commentaire, je partagerai d'autres astuces pour se rendre au Somaliland. Numéro 11. Les Somaliens n'ont absolument pas de nom de famille. Contrairement à la majorité d'entre nous, le nom des Somaliens ne contient aucun nom de famille. Plus précisément, le nom complet d'une personne comprend son prénom, suivi du prénom de son père, et enfin du prénom de son grand-père maternel ou paternel. Cette méthode de nomination crée des suites de noms interminables, et provoque parfois des situations cocasses, lorsqu'on trouve dans un même quartier des dizaines de personnes, s'appelant Mohamed, fils d'Ali fils, d'Ahmed. Comme les femmes conservent le nom de leur père et de leur grand-père après le mariage pour honorer leur lignée, au sein d'un même foyer, le mari, l'épouse et les enfants portent des extensions de noms totalement différents. C'est un moyen vital pour les Somaliens de déterminer leur origine. Dès l'enfance, un enfant doit apprendre par cœur le nom de ses ancêtres en remontant sur au moins 10 à 20 générations pour prouver son appartenance à un clan et s'assurer un droit à la protection de la communauté. Cependant, les formulaires électroniques occidentaux ne permettent pas de valider un dossier si la case Last Name reste vide. Les Somaliens n'ayant pas de nom de famille, ils sont contraints de choisir arbitrairement le prénom de leur grand-père comme nom fixe pour remplir les documents officiels. Pour différencier les milliers d'individus portant exactement le même nom, chaque Somalien s'attribue un surnom unique, basé sur des caractéristiques physiques ou des traits de caractère. Par exemple, vous rencontrerez des appellations comme Ali aux longues jambes, Mohamed aux grands yeux, ou même des surnoms qui pourraient sembler insultants comme Hassan le boiteux ou Ahmed à 4 yeux. Il est intéressant de noter qu'en Somalie,
évoquer directement ces particularités n'est pas perçu comme de l'impolitesse ou du harcèlement. Même les hommes politiques ou les personnalités célèbres possèdent leur propre surnom et ils sont tout à fait heureux, voire fiers, d'être appelés ainsi en public car cela les rend uniques. Numéro 12. Les États-Unis ont créé le groupe terroriste le plus dangereux d'Afrique en Somalie à cause de la peur. Peu de gens se doutent qu'Al-Shabaab, le groupe terroriste le plus dangereux d'Afrique actuellement, est le produit involontaire des politiques d'ingérence erronées des États-Unis. En remontant l'histoire jusqu'au début des années 2000, la Somalie était plongée dans l'absence de gouvernement et déchirée par les factions. À cette époque, l'Union des tribunaux islamiques a émergé, balayant les gangs et rétablissant pour la première fois l'ordre à Mogadiscio ainsi que dans la majeure partie du sud après des décennies de chaos. Cependant, dans le contexte de la guerre contre le terrorisme naissante, les États-Unis ont perçu cette alliance comme une menace potentielle similaire au réseau terroriste islamiste radical mondial Al-Qaïda. Cette peur américaine découlait du fait qu'il s'agissait de la seule organisation de l'histoire moderne au sol à avoir mené avec succès une attaque de grande envergure au cœur du territoire américain le 11 septembre 2001. C'est pourquoi, en l'année 2006, les États-Unis ont soutenu l'armée éthiopienne, un ennemi historique des Somaliens, pour lancer une offensive totale dans le pays afin de renverser l'Union. Après le retrait des troupes éthiopiennes, un nouveau gouvernement fédéral a été mis en place à Mogadiscio sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et de l'Occident. L'erreur officielle a commencé ici. Après la dissolution de l'Union des tribunaux islamiques, les éléments les plus radicaux et les plus jeunes se sont détachés pour former un nouveau groupe baptisé Al-Shabaab, ce qui signifie la jeunesse. Dès lors, ils ont considéré que l'acceptation par les autorités somaliennes d'une démocratie de type occidental et la réception de l'aide financière américaine constituaient un crime de trahison envers Dieu. Dans la logique fanatique du groupe, quiconque collabore avec l'étranger est un ennemi à éliminer, qu'il partage ou non le sang somalien. À partir de ce moment, Al-Shabaab est devenu la branche officielle, fidèle et la plus puissante d'Al-Qaïda dans la région de l'Afrique de l'Est. Ils se sont rapidement transformés en une organisation terroriste à la discipline de fer, contrôlant de vastes territoires et perpétrant une série d'attentats dévastateurs, non seulement en Somalie, mais aussi au Kenya et en Ouganda. Aujourd'hui, malgré les milliards de dollars dépensés par les États-Unis et les milliers de frappes de drones, Al-Shabaab tient toujours debout et sème la terreur par des tactiques d'attentats suicides, d'assassinats et d'enlèvement d'otages transfrontaliers. En Somalie, le groupe contrôle de nombreuses zones rurales, y impose une application stricte de la charia, procède à des exécutions publiques et bloque l'aide humanitaire internationale, même lors des sécheresses records qui laissent des milliers de personnes mourir de faim. Numéro 13. Les choses à expérimenter absolument en venant en Somalie. En premier lieu, vous devez vous rendre dans la ville de Hargeisa pour visiter le marché de change libre unique en son genre au monde. En raison du cours extrêmement bas du shilling du Somaliland, les habitants doivent transporter des sacs entiers de billets pour effectuer de gros achats. Cela a donné naissance à un curieux marché en plein air, où les commerçants empilent l'argent en de gros blocs s'élevant jusqu'à hauteur de poitrine, exposés en grand nombre sur les trottoirs, sans avoir besoin de coffre-fort ni de vigile. Cette sécurité absolue découle de règles coutumières tribales extrêmement strictes, qui réduisent le vol à un niveau quasiment nul. En second lieu, après avoir fait un tour sur le marché pour observer les lieux, vous devriez vous déplacer vers les ruines de la maison fantôme du dictateur Siad Barre pour comprendre les racines historiques de cette terre. Autrefois palais somptueux du président qui a plongé la Somalie dans la guerre civile en l'année 1991, le bâtiment n'est plus aujourd'hui qu'un vestige de béton en ruine, criblé d'impacts d'obus et totalement dépourvu de gestion officielle. En traversant ces pièces effondrées et couvertes de graffitis des différentes factions de miliciens, vous vous retrouverez sur le balcon du dernier étage, d'où vous aurez une vue panoramique sur Mogadiscio. Enfin, vous devriez vous rendre dans la capitale Mogadiscio pour vivre l'expérience d'une baignade de fin de semaine aux côtés de la brigade des fusils AK sur la plage de Lido. Chaque vendredi après-midi, cette plage est noire de monde. Les habitants y affluent pour se baigner, jouer au football et manger des fruits de mer afin de relâcher la pression. Le détail paradoxal qui donne des frissons ici est que juste à côté des jeunes qui dansent sur le sable blanc, des gardes endurcis patrouillent, le fusil AK-47 à la main. Vous vous installerez pour déguster un homard grillé ultra frais en admirant le coucher de soleil sur l'océan Indien, tandis que vos oreilles percevront encore au loin les détonations des tirs d'essai de la part des forces de sécurité. Numéro 14. Le budget à préparer pour se rendre en Somalie. Pour préparer un voyage en Somalie,
vous devez intégrer le fait qu'il s'agit d'un périple coûteux en raison des frais de sécurité spécifiques. C'est d'ailleurs le poste de dépense le plus important et obligatoire pour tout le monde. Dans les zones instables comme la capitale Mogadiscio, le gouvernement exige que les voyageurs louent les services d'une force de protection armée pour un prix allant de 300 à 800 $ par jour, ce qui comprend un véhicule pick-up et une escouade de garde du corps munis de fusils AK-47. Si vous restez uniquement dans la région sécurisée du Somaliland, il vous en coûtera seulement environ 50 à 100 $ par jour pour louer une voiture classique avec chauffeur. Le système de carte bancaire internationale ne fonctionnant quasiment pas, vous devez impérativement préparer l'intégralité de votre budget en espèces avec des billets de dollars américains récents et en parfait état. La première dépense fixe est le billet d'avion aller-retour, dont le prix varie entre 1200 et 1800 $ selon les compagnies et la période, impliquant généralement une escale par Doha ou Istanbul. De plus, les frais de visa d'entrée s'élèvent à environ 60 ou 70 $ pour chaque zone. Sachant que la Somalie officielle et la région sécessionniste du Somaliland exigent 2 visas distincts. Par ailleurs, les tarifs d'hébergement dépendent eux aussi entièrement du facteur sécurité. À Mogadiscio, les hôtels fortifiés disposant de murs anti-souffle et de bunkers de protection sont assez chers, coûtant entre 100 et 150 $ la nuit. En revanche, les maisons d'hôtes basiques au Somaliland ne coûtent qu'environ 30 à 50 $ la nuit. Le poste de dépense le plus abordable reste la restauration et les visites. Les repas locaux, comme le sauté de viande de chameau ou les fruits de mer grillés, ne coûtent que 5 à 15 $ par repas. Les frais de visite sont négligeables, mais vous devriez prévoir 10 à 30 $ par jour pour vous attacher les services d'un guide local afin de vous orienter. Au total, un voyage sécurisé au Somaliland coûte environ 2500 à 3000 $. Mais si vous souhaitez explorer également Mogadiscio, le budget global minimum à prévoir se situe entre 4500 et 5500 $. Numéro 15. Les avertissements essentiels pour les touristes. En premier lieu, étant donné que le système d'infrastructure et les établissements de santé ici sont extrêmement précaires et n'atteignent absolument pas les normes internationales, les voyageurs doivent obligatoirement se faire vacciner complètement contre les maladies infectieuses dangereuses telles que la fièvre jaune, la typhoïde et l'hépatite avant leur entrée sur le territoire. De plus, vous devez impérativement apporter tous vos médicaments spécifiques depuis votre pays d'origine, car les pharmacies locales se trouvent fréquemment en situation de pénurie et ne disposent pas de fournitures médicales prêtes à l'emploi. Par ailleurs, si votre séjour coïncide par hasard avec le mois de jeûne du Ramadan, vous devez respecter absolument les habitants en évitant de manger, de boire, de fumer ou même de mâcher du chewing-gum dans les espaces publics, y compris lorsque vous êtes discrètement assis à l'intérieur d'un véhicule, et ce depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. En outre, pour éviter de graves ennuis avec les autorités locales, il vous est strictement interdit de sortir votre appareil photo ou votre téléphone pour photographier les bâtiments gouvernementaux, les postes de police, les points de contrôle militaire ou les personnes en uniforme. Cet agissement peut entraîner la saisie immédiate de votre matériel, voire votre arrestation sous le soupçon d'espionnage et de collecte de renseignements secrets. Et voilà, nous avons terminé notre exploration des 15 faits incroyables sur la Somalie. J'espère que ces éléments partagés vous ont permis d'avoir un regard nouveau et plus profond sur ce pays étonnant. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains voyages d'exploration.